Donc on va se replonger, on va faire un petit flashback. Donc Eric, c'était sur cette même scène en décembre 2015, on lançait S3P, cette plateforme. Donc on ne connaissait pas trop le sigle encore. Depuis, bien que de chemin parcouru, c'est ce dont vous allez nous parler dans un premier temps, avant donc de voir 3 cas d'usage très concrets qui ont été rendus possibles grâce à la plateforme et à ses solutions. Je vous laisse la parole. Absolument. Écoutez, c'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter ici les résultats de 3 ans d'efforts et 45 millions d'euros d'investissement, 15 millions de financement public et 30 millions d'investissement privé. Donc, pour développer une plateforme dédiée au développement des systèmes et logiciels embarqués liés à l'IoT. Et fondamentalement, j'ai essentiellement des bonnes nouvelles à partager avec vous. D'une part, après 3 ans d'efforts, eh les solutions S3P sont disponibles. On a 6 solutions qui sont maintenant disponibles, qui sont disponibles commercialement dès le mois de janvier. Donc on est censé faire du pré-compétitif. Donc ça veut dire qu'on est compétitif, on est pré-compétitif jusqu'au 31 décembre. Mais le 1er janvier, les solutions sont disponibles. Dans le domaine de l'avionique connectée, du smart energy, du smart signaling, donc domaines qui seront bien sûr aussi présentés par les autres membres de la table ronde en termes de réalisation. Également la santé connectée, l'industrie 4.0, le smart home. Donc on a une couverture extrêmement large. On voit qu'il y a aussi des secteurs qui ne sont pas présents, mais une couverture extrêmement large avec des offres opérationnelles de solutions, de développement et de plateformes d'exécution pour des systèmes connectés. Et surtout, le plus important, ces solutions ont été développées, ont été validées de manière agile et vraiment interactive avec des industriels qui nous ont donné des cas d'usage réels, pas des cas d'usage jouets. Il y a parfois des projets dans lesquels on dit oui, on a un cas d'usage, mais en fait c'est une préfiguration d'un usage possible. Là, c'est vraiment des vrais systèmes. Donc des présentations vont être faites notamment par Safran, Schneider, que j'ai omis de souligner, et Altran durant la table ronde, mais également des industriels comme Alstom, comme Thales, comme Surtech, comme Airbus, comme ST, vraiment des poids lourds industriels, mais aussi des PME, qui ont apporté des cas d'usage concrets, qui nous ont donc permis effectivement de valider l'opérationnalité des solutions développées. L'Alliance a également donné naissance à d'autres projets et à la création d'un écosystème qui a référencé les solutions de S3P pour continuer des développements. Donc cette maintenant base technologique est maintenant utilisée par 2 projets et une alliance commerciale. Donc le projet, c'est le projet Escape. Donc je crois qu'on parlera davantage dans le courant de la journée, qui cible lui le domaine des véhicules autonomes. Le projet CPS qui a été largement déjà commenté, et puis une première que je voudrais lancer aujourd'hui, qui est un accord entre ANSYS et le groupe allemand SAP pour la réalisation de jumeaux numériques pour la maintenance prédictive, donc qui va coupler les capacités d'ANSYS en matière de simulation cyberphysique et de réalisation de systèmes embarqués pour la maintenance prédictive. Donc on voit qu'on a une extension, je dirais, européenne de cet accord avec un partenaire extrêmement majeur qui est le leader mondial de l'asset management et des solutions basées sur le cloud qui est SAP. Alors, je voudrais donner juste quelques illustrations sur ces solutions. Donc, les solutions, elles ont été validées dans chacun des domaines par des grands acteurs, dans l'avionique par Airbus, Safran, Thales, par Schneider dans le Smart Energy, par Alstom dans le Smart Signaling, par Altran dans la santé connectée, l'industrie 4.0 et par Surtech dans le Smart Home. Donc, on a véritablement une implication d'acteurs, de grands acteurs industriels avec des briques et de solutions qui ont été architecturées dans le domaine, entre des outils, dans le domaine critique avec Skate, Trustinsoft et Papyrus, des plateformes Asterios, PikeOS et Proven Run pour la sécurité, et puis de la même manière dans le domaine qui n'est pas safety critical, qui a des autres contraintes par MicroJ, Altran et Proven Run pour des réalisations de plateformes donc, qui seront présentées. Donc on a maintenant une plateforme qui dispose d'une brique commune de sécurité qui est Proven Run, et des outils qui sont adaptés aux différents footprints, parce que c'est clair qu'un système embarqué dans un avion va pas avoir les mêmes caractéristiques techniques que votre boîtier d'alarme que vous avez dans votre maison. Forcément, en termes de criticité, en termes de nombre de lignes de code, en termes d'agilité, on est sur des choses différentes. Par contre, on a vraiment mutualisé donc, la réalisation de ces plateformes. Et donc, par exemple, sur chaque domaine particulier, si on va prendre l'avionique connectée ou si on va prendre le smart signaling, on a effectivement des intégrations ad hoc. Et ces intégrations, elles ont été validées donc, dans ces use cases.
Voilà, donc en résumé, hein, on a maintenant démontré une capacité de passer à l'étape commerciale avec la réalisation de solutions permettant le déploiement d'applications IoT sur du multicœur, avec des niveaux de certification de sûreté maximale pour la partie critique, avec des grands niveaux d'agilité, et l'ensemble des objectifs techniques hein, que je ne vais pas détailler ici donc ont été atteints. On a également une extension, comme disaient mes anciens profs trotskistes, du domaine de la lutte sur des nouveaux secteurs, avec en particulier le projet Escape qui va étendre en fait et reprendre les différentes briques de base de S3P, mais les adapter à des plateformes multicore comme Calray, donc des plateformes modernes de nouvelle génération pour l'intégration de l'IA en matière de processing. Et donc c'est une extension en fait de ces capacités. L'automobile n'était pas présent de manière significative dans le projet S3P. Et on a maintenant donc l'application d'acteurs comme Renault, mais aussi d'applications d'acteurs qui ont une très longue expérience dans l'autonomie comme Safran ou MBDA. Hein, ici, c'est aussi un système autonome. Donc pour développer ces applications. Et enfin, donc pour conclure ma présentation initiale, donc l'embarqué est aussi utilisé dans des systèmes industriels qui ont des enjeux physiques. Hein, si vous prenez une pompe connectée, si vous prenez donc un système de valves connectées dans des usines, ou si vous prenez de la maintenance industrielle, il est extrêmement important de pouvoir maintenir en conditions opérationnelles ces systèmes qui ont une partie physique et qui ont une partie logiciel embarqué de contrôle. Et donc c'est ce qu'on a fait dans l'accord qu'on annonce avec SAP. Typiquement, si vous utilisez uniquement des applications de type purement analytique pour analyser des données, il va vous manquer la dimension physique pour prendre des décisions de maintenance, et donc de pouvoir simuler en même temps la partie physique, ce que fait très bien ANSYS, et la partie logiciel embarqué dans une seule infrastructure. Ça permet d'avoir véritablement une maintenance préventive des systèmes cyberphysiques, et c'est ce qui sera une chose qui sera présentée lors des pauses, donc une démonstration de cette plateforme développée avec SAP qui est ouverte. Hein. On a d'autres intégrations avec PTC, avec d'autres plateformes, mais ça montre l'intérêt de coupler la simulation numérique physique avec des solutions de type maîtrise de l'IoT embarqué, comme ce qu'on a fait dans S3P. Voilà, donc une présentation rapide, et puis après j'aurai deux petites informations de nature plutôt annonce à la fin de la table ronde. On y revient dans un petit instant sur le bilan donc, de ces trois ans. Donc 6 solutions, vous l'avez dit, disponibles et validées par la plupart des grands groupes. D'autres solutions vont arriver, ou est-ce qu'on s'en tient à ces 6-là, et puis maintenant elles vivent leur vie dans des projets réels? Alors, les 6 solutions vont vivre leur vie dans les accords commerciaux. Hein. On est passé vraiment maintenant en phase d'exploitation commerciale, et en particulier un certain nombre de nos clients, utilisateurs qui nous ont vraiment permis de faire de la co-innovation entre la plateforme S3P et les cas d'usage. Donc on passe maintenant sur un cycle de vie complètement commercial, d'une part, et les projets, parce qu'à un moment donné, quand on fait de la R&D, il faut avoir un retour sur investissement. Donc là, voilà, les choses sont déployées. En revanche, des projets comme Escape vont permettre d'adapter l'infrastructure et l'architecture d'S3P à des nouvelles plateformes d'exécution, comme les plateformes Maker. Hein. Aujourd'hui, on sait faire du multicœur avec S3P sur 3, 4, 6 cœurs. Si on veut aller à 64 à 512 cœurs, il faut avoir des nouvelles extensions de capacité. Et c'est l'objet du projet Escape qui a démarré donc, de manière opérationnelle. Quand vous retournez sur ces 3 ans, Eric, c'est quoi qui a fonctionné? C'est la volonté commune des grands acteurs du secteur, des pouvoirs publics aussi. C'est quoi qui a fonctionné? C'est cette coordination des différentes volontés qui a fait que ça a été possible et que ça a fonctionné? Alors, je crois que véritablement, et je pense que le premier intervenant l'a très bien dit, la permanence du soutien et de l'effort de la DGE sur cette opération a été vitale. Cette idée qu'il fallait réunir des acteurs en France de l'embarqué pour aligner les aspects outils et les aspects plateformes d'exécution, c'est une idée qui a traversé 3 gouvernements, qui a traversé entre les premières idées initiales et le projet à peu près 4 ans. Hein, donc la permanence dans l'effort a vraiment payé. Et d'autre part, je pense aussi la philosophie de tirer des développements d'offres de solutions par des besoins opérationnels réels, en grandeur réelle, avec des vrais cas d'usage où on nous a posé des vrais sujets industriels. Je pense on redécouvre ce que font les Allemands depuis 20 ans, hein, donc c'est pas quelque chose de très innovant. Je pense que c'était assez innovant de le faire en France, de porter une ambition qui était une ambition
d'asseoir des développements technologiques sur un groupe d'acteurs, acteurs PME, acteurs grands groupes, avec le soutien et le support et la co-innovation avec des grands groupes. Ça, je pense que c'est vraiment très, très distinctif et ça a été permis par Embedded France et par ce type d'infrastructure qu'on a un peu tous bâti ensemble. Et la motivation, donc, elle était là. Le nerf de la guerre, on le dit souvent, c'est le financement aussi. Vous parliez d'un financement global de 45 millions d'euros. On parlait aussi des difficultés budgétaires dans le cadre des projets CPS. Ça reste, malgré les contraintes budgétaires, et elles sont importantes, ça reste le nerf de la guerre. Au-delà de la motivation des différents acteurs, il faut de l'argent pour que tout se mette en place. Bon, on ne fait rien sans argent, ça c'est évident. En revanche, je pense que c'est tout à fait naturel que le secteur privé soit leader dans ces activités. Et le fait de pouvoir aller plus vite et de pouvoir réunir les acteurs ensemble, c'est vraiment été, je pense, la logique du soutien public. Ça permet aussi d'avoir un effet de levier très important, puisque maintenant on va vendre, on va faire la TVA, donc voilà, il y aura un retour pour la collectivité, il y a des avances remboursables. Donc je pense qu'on est dans une logique parfaitement économique, où l'État y a un intérêt économique et où bien sûr les entreprises qui participent, comme elles investissent massivement, elles en attendent un retour. Et donc à la fin des fins, il faut qu'on ait effectivement maintenant des succès commerciaux. Et je pense que, en particulier pour les startups et PME qui participent au projet, la chose dont on a besoin quand on crée une startup, c'est d'avoir des références, et des références qui permettent d'avoir des personnes, de l'argent, des financements, etc. Et là, on a des belles références d'utilisation de ces solutions les 3/4 des fournisseurs de technologie sont des PME dans le projet S3P, et ça leur donne une vitrine, ça leur permet de lever des fonds, ça leur donne effectivement une base de démarrage qui est intéressante, et ça permet aussi d'aller chasser en meute. On est allé très récemment plusieurs missions en Chine et au Japon avec d'autres partenaires de S3P. Quand vous êtes à 2 ou 3 avec des très grands clients, ça a plus de valeur et on est davantage écouté. Et ce type de projet a aussi une résonance internationale. Juste pour conclure, c'est une anecdote. J'étais il y a 15 jours avec le CTO de Toyota. Il nous a ressorti des papiers qui avaient été sortis par un consortium précédent qui était un consortium AG6 en ingénierie système. Et j'ai découvert, à ma plus grande stupéfaction, que Toyota avait mis 3 personnes pendant 1 an à décortiquer les papiers qu'on avait pondus dans ce projet. Donc je me dis, tiens, finalement, l'audience, elle dépasse la France. Elle dépasse la France. Donc vous parliez des cas d'usage industriel. Il y en a eu 8 réalisés pendant le projet, puis des grands noms vraiment. On a Safran, Schneider Electric, Alstom, Thales, Altran, Surtech, Airbus et ST Micro. Et 3 d'entre eux donc, sont à nos côtés. Je vais commencer donc avec vous, Agnès Fritsch. Je vais vous donner le micro. Vous allez le prendre, ce micro. Donc vous dirigez, je vous laisse aller vers le pupitre si vous avez besoin des slides en effet. Donc vous dirigez l'entité IoT Solutions. Auparavant, jusqu'à l'année dernière, vous travailliez chez Thales en charge de l'innovation transverse avec des travaux, entre autres, dans les domaines des télécoms et de la cybersécurité ou encore du train connecté. Alors chez Altran, donc, vous avez très clairement utilisé cette plateforme S3P dans le domaine de la santé, de la médecine, mais aussi dans le ferroviaire avec la maintenance prédictive. Eh bien, vous allez nous parler de ces 2 secteurs, la médecine et le ferroviaire. Je vous laisse la parole. Merci Jérôme. Donc c'est exactement ça. Pour répondre aux questions précédentes, oui, on va continuer d'investir, notamment sur la partie low power qui n'a pas été abordée, mais on fera sur fonds propres, avec des partenaires issus de S3P d'ailleurs, ST Microélectronique, Proven Run. Et oui, c'est important d'avoir un financement public parce que ça raccourcit déjà simplement le retour sur investissement. Et là, on est en plein dans la promotion commerciale, depuis plus d'1 an déjà, de S3P. Donc, je vais vous parler effectivement de 2 cas d'application. Donc, ça fera plaisir à Sandrine, puisque avec la même architecture issue de S3P, on arrive à passer sur des applications de la e-santé et de la maintenance prédictive. Donc, c'est ça que je vous montre. Pourquoi ? Parce que dans S3P, en fait, on a conçu quelque chose qui n'est pas un objet immobile, mais une architecture. Et c'est une architecture que l'on peut porter sur différents supports hardware. Et c'est ça qui fait le charme de ce produit et notre capacité aujourd'hui à le montrer. Alors, en maintenance prédictive, pardon, je commence par la santé. En e-santé, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire ? De plus en plus, on a besoin d'être connecté de partout, mais quand on veut,
Quand on ne veut pas être connecté, il faut qu'on puisse se déconnecter. Ça, c'est le droit de la vie privée. On veut pouvoir avoir des éléments de mesure. Il y a plein de gens qui se mesurent quand ils font du sport, etc. À noter que le marché du wearable dans la e-santé est en train de rejoindre en quantité celui du sport. Donc, il y a une vraie tendance autour de ça. Et l'IoT, ainsi que les plateformes IoT qui sont associées à ça, permettent de le faire aujourd'hui et de mieux en mieux. Et ça n'est qu'un début, parce qu'avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation des maladies chroniques dans le monde entier, en fait, on a de plus en plus besoin, non pas uniquement de se soigner, mais simplement d'éviter d'attraper ces trucs-là. Et ça passe par la médecine préventive. Ça passe par de la médecine prédictive, où on va pouvoir se donner les moyens de contrecarrer certaines tendances. Et il est majeur pour ça de pouvoir accéder à un certain nombre de mesures de la personne. Et ça passe justement par les objets connectés, les capteurs. Et on ne peut faire ça que si on peut relayer cette information qui vient des capteurs via une plateforme sécurisée et pour remonter ces informations sur un cloud, qui soit hybride, privé, public, peu importe, dont on va extraire les informations. Donc c'est exactement ça qu'on a pu faire avec S3P. Donc là, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer ça, mais bon, c'est ce que je viens de dire. On va plutôt essayer de gagner du temps sur le débat. Et ici, c'est une représentation de l'architecture que l'on met en œuvre. Donc, vous allez voir ici, on a par exemple, donc on a les capteurs, ils ne sont pas dessinés là-dessus, mais les capteurs envoient des informations soit via un smartphone, soit via une gateway, donc celle-là elle a été faite dans S3P, plus tard donc un concentrateur qui fonctionnera sur pile, qui sera aussi partiellement issu de S3P, mais aussi de nos propres méninges et de nos travaux ultérieurs. Et ces informations sont relayées sur une plateforme d'intermédiation, donc qui est chez Altran, et qui va envoyer ensuite ces informations sur un cloud. Dans le cas présent, on a déjà porté cette architecture-là en Chine sur le cloud Alibaba. On le fait également sur des clouds privés. J'ai vu que cet après-midi, parmi les sociétés nommées, il y a Diabeloop. Donc, on avait travaillé avec eux, avec cette plateforme-là, il y a quelques années. Sur le diabète de type 1. Exactement, voilà. Sur le diabète. Donc, on est typiquement... Diabeloop était assez précurseur là-dessus, d'ailleurs. Et là, on est typiquement dans la continuité de ces choses-là, sauf qu'on peut rajouter d'autres capteurs. Bien entendu, il faut avoir la juste mesure de l'exacte nécessité de cybersécurité, ne pas surspécifier, sinon le système devient soit inutilisable, soit hors de prix. Donc c'est tout ça qu'on fait dans des études d'architecture. Alors une application de ça, c'est la chronothérapie. Donc nous avons tous nos propres cycles qui sont liés au cycle de nos cellules. Et la chronothérapie, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps depuis les années 80. Ce qu'apporte l'IoT et la capacité à mesurer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que les chercheurs aient fini d'expliquer et de simuler tous les phénomènes élémentaires au niveau de la cellule, mais on peut prendre le problème par l'autre côté. C'est-à-dire qu'on se dit, je peux mesurer des caractères physiologiques, des paramètres de la personne qui retranscrivent directement ce qui se passe au niveau de la cellule. Je peux déjà commencer à les utiliser, et c'est ce qu'on fait dans le cadre d'un essai clinique qui est en cours et qui va encore continuer sur 2019, où on équipe des patients qui ont subi des opérations suite à un cancer du pancréas, donc des choses assez lourdes. On les équipe de capteurs de manière à mieux les suivre et de manière à anticiper d'éventuelles rechutes ou d'éventuelles complications. Ça, c'est considérable à la fois pour le confort du patient et également pour l'efficacité et le confort des équipes qui accompagnent le patient suite à une opération. Donc on est là dans quelque chose de fondamental en termes d'application pour la santé, un impact très fort pour l'efficacité des soins, réduction des coûts, ou même à la limite, c'est forcément plus efficace que d'avoir des rendez-vous qui ne sont pas forcément bien cadencés par rapport au rythme propre des personnes et par rapport à leur évolution. Donc des impacts très forts et qui sont enfin autorisés parce qu'on a des solutions techniques qui permettent de le faire de mieux en mieux. Et ça ne fait que commencer. Donc ensuite, sur le terrain, c'est ça. Donc vous voyez des objets connectés avec en particulier des brassières, on mesure des taux d'humidité, etc. Et de nouveau, je fais écho à une société nommée cet après-midi qui arrive avec des capacités de mesure de battement de cœur, de tous les paramètres du rythme cardiaque.
C'est typiquement le genre d'innovations qui sont exactement en phase avec ça. Et donc, ça fait partie des choses qu'on veut faire l'année prochaine, d'ailleurs, de rajouter ces paramètres. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet de la conjonction e-santé et CPS. Alors, un autre cas d'usage, maintenance prédictive et préventive dans le ferroviaire. Donc, il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, 60 à 70% des suivis de la maintenance, même s'ils sont de mieux en mieux faits, sont encore faits sur Excel ou Access. Et en arrivant avec une plateforme IoT, on peut favoriser encore et augmenter encore l'efficacité de la maintenance. Donc ici, on avait accompagné pendant 8 ans Network Rails en Angleterre pour surmonter leurs problèmes d'exploitation. Il y avait beaucoup de pannes de train, il y avait beaucoup de retard, et on leur avait enjoint de régler ces problèmes, sinon ils perdaient la concession. C'est assez motivant pour progresser. Donc Altran a travaillé avec eux, mais essentiellement sur la partie analytics. Et on a déduit énormément de choses. On a pu améliorer, évidemment, chez le client, l'efficacité en exploitation. Et là, ce qu'on fait maintenant, c'est, fort de cette expérience terrain, on repense cette approche en ajoutant des objets connectés, des plateformes, de type CPS, donc ça va de la gateway qui va récolter des données au niveau de la voiture ou du TGV et les remonter vers le système de maintenance. J'insiste sur l'importance de l'opérationnel. Ici, l'IoT ne va pas remplacer les compétences. On se repose sur les compétences opérationnelles et c'est un peu ce jeu de les couleurs sont bizarroïdes, donc il manque des flèches, enfin c'est pas très grave. Donc là, ça veut dire qu'on... Ah oui, c'est complètement la foire. Bon alors, peu importe, mais donc disons qu'on part bien d'une analyse des données sur le terrain, du savoir-faire des gens qui font la maintenance, qui ont un vrai métier, et à partir de là, ces informations-là vont nous permettre de voir s'il manque ou pas des informations. S'il manque des infos et qu'il faut rajouter des capteurs, l'IoT entre en jeu. On va rajouter des capteurs, on va rajouter une gateway pour envoyer les informations vers une plateforme. Et puis on va faire un premier run, ne jamais surspécifier, ne pas rajouter plus de capteurs que nécessaire. On va redescendre et on va voir les points d'amélioration qu'on a obtenus. Et s'il manque encore des informations, à ce moment-là, on rajoute encore un run de capteurs. Donc là, c'est la synergie entre les technologies d'IoT, l'analytics, l'intelligence artificielle et le savoir-faire des gars sur le terrain. Et eux, du coup, ils y gagnent, parce qu'en efficacité, c'est incomparable quand on arrive déjà sur place avec la pièce qu'il faut changer, plutôt que quand on fait 3 allers-retours pour faire un diagnostic, puis chercher la pièce et la commander. Et au final aussi, la qualité de service bénéficie beaucoup de ces approches-là. Donc là, c'est un schéma qui explique ça, donc peut-être que les slides seront diffusés. Je vais m'arrêter là, comme ça laissera plus de place aux autres. Et je vous remercie. Vous applaudir, bravo, c'est passionnant. Restez là. C'est absolument, voilà, on est vraiment dans le concret, c'est donc super passionnant, super intéressant, parce que c'est notre vie du quotidien. Est-ce que tout cela, vous auriez pu le faire aussi vite et aussi bien sans les solutions S3P? Est-ce que, pour reprendre votre propre expression, vous seriez passé par vos propres ménages, par vos propres travaux, mais vous l'auriez fait d'une autre façon et peut-être plus lentement? Très certainement plus lentement. Et il aurait manqué des facettes considérables, notamment la collaboration avec Proven Run, par exemple, sur la cybersécurité. On n'aurait pas pu l'improviser tout seul, bien qu'on a des compétences en cyber, mais ce n'est pas les mêmes. Eux, ils savent faire ça sur l'embarqué. Bon, il y avait d'autres partenaires aussi dans la sûreté, la cyber, dans le projet. Nous, c'est avec ceux-là qu'on a collaboré. On a beaucoup travaillé sur la partie modélisation, etc. Donc, non, tout seul, on ne serait pas arrivé au même résultat. C'est une certitude. Je vais donner la parole à Jacques Exbraya, qui est sur un des fauteuils. Pareil, le côté seul, on y arriverait peut-être, mais on y arriverait beaucoup plus lentement. C'est un peu la philosophie de la plateforme. Et ça, vous l'avez ressenti, vous, quand vous avez mis en place vos propres produits grâce aux solutions S3P? Oui, on l'a ressenti. De toute façon, le but maintenant chez Safran, ce n'est pas forcément de faire ce que d'autres savent très bien faire et qui existe déjà. Donc effectivement, on a eu dans le passé des velléités de faire nos propres OS, faire beaucoup de choses de A à Z
Aujourd'hui, c'est plus trop la stratégie du groupe. On cherche aujourd'hui à s'appuyer sur des COTS pour pouvoir profiter au mieux et le plus rapidement possible des technologies disponibles. Alors, je vais vous présenter. Donc, vous êtes ingénieur, vous êtes référent technique à la direction de l'ingénierie logicielle. Alors, on va quitter la médecine et le ferroviaire pour aller dans l'aérien. Et quand on s'est parlé il y a quelques jours, vous nous avez dit, vous allez nous l'expliquer, que la plateforme S3P permet à la fois d'adresser l'aspect security et l'aspect safety. Je vous laisse. Voilà, vous tout à fait. ça. Nous, ce qui nous intéresse dans la plateforme S3P, c'est au moins 2 DS, les 3 S, donc safety et security, donc sûreté de fonctionnement et cybersécurité. On a fait des produits dans le passé avec de la cyber, on a fait des produits avec de la safety. Aujourd'hui, on subit comme tout le monde l'évolution des normes. Donc, en termes de normes avioniques, on parle beaucoup de DO 178 et de robustesse et de donc, tout l'aspect safety dans les équipements avionables. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année a débarqué de manière maintenant officielle les normes DO de 326 et DO 356 qui nous imposent maintenant des contraintes très très fortes en termes de cybersécurité. Et donc, avant de rentrer justement dans le détail de ce que nous avons implémenté dans le cadre du projet S3P, je voudrais juste faire un petit élément de contexte. Donc, si on regarde un équipement aujourd'hui avionnable, généralement et en tout cas particulièrement chez nous, on a deux blocs fonctionnels. On a l'équipement complet avec le boîtier et puis le rôle vraiment de l'équipement, c'est de faire de l'asservissement du contrôle avec donc là sur le schéma la partie droite contrôle qui est en relation avec des capteurs en grand nombre, plus d'une centaine dans certains équipements chez nous. Et puis on a après toute la problématique de la maintenance, ce qu'on appelle le health monitoring chez nous, et qui va s'appuyer sur d'autres technologies. Et jusqu'à encore quelques années, la cybersécurité, on n'en avait pas besoin pour une bonne raison, c'est qu'on avait fermé la boîte et que la boîte ne communiquait avec absolument rien en dehors de l'avion. Donc toute la partie droite du schéma, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en termes de safety, on a des besoins très très élevés. Donc quand on parle d'avionique, que ce soit cyber ou que ce soit safety, de toute manière, on est au plus haut niveau d'assurance. Pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité, dans le milieu avionique, on n'est pas en train de regarder les problèmes d'image, on n'est pas encore en train de regarder les problèmes financiers, on est en train de regarder les impacts des menaces cyber sur la safety. C'est-à-dire ce qu'on va chercher, c'est à contrer les menaces qui vont avoir un impact catastrophique au niveau de la safety. Ce qui veut dire que pour nous, la cybersécurité est englobée dans l'aspect robustesse du produit. C'est englobé, mais ça aurait pu rester fermé. Or, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir, comme tout le monde, de systèmes. On a besoin de télécharger des applications, on a besoin de récolter de la donnée, de descendre des flight packages, par exemple, au sol, de faire du traitement dans des chaînes de plus en plus vastes, avec le sol, effectivement, qui rentre dans la chaîne de service. Donc, aujourd'hui, du fait de l'ouverture des équipements, on a toute la partie maintenance qui va s'appuyer maintenant sur des éléments de connectivité intelligents. Donc pour ça, ça veut dire qu'on a abandonné justement les OS qui étaient vraiment dédiés à notre métier. On a commencé à utiliser des OS avec ce qu'on appelle des piles logicielles toutes faites, puisque justement elles existaient sur le marché. Et puis surtout, le fait d'être ouvert au monde et d'avoir une connectivité, qu'elle soit Wi-Fi, point à point ou avec des PC de maintenance, nous oblige à gérer le problème de la cybersécurité. Donc voilà, la Smart Platform, pour nous, c'est vraiment safety, cybersécurité embarquée dans le même équipement. Et c'est ce qu'on a essayé d'adresser avec ce projet-là. Alors, évidemment, Safran, c'est surtout les systèmes avioniques. Donc, on a choisi un use case qui était un flight control. Donc, c'est un système de contrôle de vol avec un autopilote. Voilà, donc c'est un système embarqué. Là, il s'agit d'une plateforme de démonstration. Donc, vous pouvez imaginer ça comme un boîtier avec une interface de type cockpit qui permet de traiter des réponses, notamment de l'engagement et du dégagement de l'autopilote par un opérateur. Donc là, c'est effectivement le pilote. Et puis, une partie maintenance qui permet de gérer notamment des autotests et de pouvoir soit descendre de la donnée sur les systèmes débarqués, soit rentrer en interaction avec un opérateur de maintenance pour initialiser les autotests, ressortir du mode autotest dans l'autopilote. Et évidemment, comme on est connecté vers l'extérieur, il faut mettre de la cybersécurité sur le système. Donc on a dressé les deux aspects
avec différentes briques, puisqu'effectivement les briques S3P sont assez riches, hein, le panel est assez large. Donc nous, on a sélectionné des briques pour faire traiter l'aspect robustesse et puis des briques pour traiter l'aspect cybersécurité. Alors les objectifs en matière pour le volet cyber, en fait, ils sont assez multiples, hein. On en a 5 grands objectifs. Donc le premier, c'est d'avoir une approche multisystème pour avoir une haute intégration de services sur l'équipement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas mettre une boucle d'asservissement dans un système, on va en mettre plusieurs, on va gérer un maximum de choses pour contrôler finalement le système. Donc on a besoin de briques qui nous permettent déjà de développer plusieurs boucles d'asservissement au sein d'un même système. On a visé aussi, en termes de besoins, l'aspect multicœur. Donc, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est de pouvoir mapper ces différents systèmes sur différents processeurs, sur des cœurs à l'intérieur d'un même processeur. Donc là, on a vraiment une approche multicœur au niveau du hardware. Comme je le disais, on a des aspects normatifs, notamment au niveau de la safety. Par contre, on n'est pas forcément dans les plus hauts niveaux de DAL, hein, puisqu'on là, on parle de DO. Sur tous les systèmes. Donc ce dont on a besoin, c'est d'avoir la capacité de pouvoir mixer les différents niveaux de safety au sein d'un même boîtier, c'est-à-dire d'avoir des applications qui sont au niveau le plus élevé en DAL A, puis à côté une application qui tourne en DAL B, et d'adapter avec ces outils-là notre niveau d'ingénierie, puisque finalement, quand on va démontrer un niveau d'assurance pour la safety, c'est surtout dans le process d'ingénierie qu'on va pouvoir démontrer des choses et pas une fois que le produit est fini. Donc c'est vrai que les outils sont très importants là-dessus. Il y a un quatrième aspect qui est important, c'est le multi-rate. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a plusieurs services. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a chez Safran, jusqu'à récemment, on était toujours sur des problèmes temporels multiples, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'avoir une application qui tournait à 2 millisecondes. Si on avait un besoin à 1 milliseconde, on était obligé de tout mettre à 1 milliseconde parce qu'il fallait cadencer tout ça sur le même signal de synchro. Aujourd'hui, ce qu'on vise avec les outils, c'est du multi-rate, c'est-à-dire pouvoir décorréler les contraintes de temps d'un système à l'autre. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est l'aspect multimodèle. Donc, c'est d'utiliser des outils de la plateforme S3P, de pouvoir les faire communiquer ensemble pour avoir une approche multimodèle générale au niveau de nos applications, de notre ingénierie, et pouvoir faire communiquer ces outils pour réduire finalement à notre niveau la génération de code qui ne serait pas automatique. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect safety. Donc évidemment, la plateforme nous a permis de répondre à ces 5 objectifs. Et là, j'en arrive à la partie sécurité qui est d'un tout autre ordre. Donc là, on a un schéma un peu plus technique. Donc ce qu'on essaye de faire dans la partie cyber, c'est vraiment d'utiliser la notion de système MILS. Alors un système MILS, qu'est-ce que c'est? C'est Multi-Independent Level of Security. C'est un système qui permet de pouvoir faire tourner des solutions, des fonctions de sécurité à des niveaux d'assurance différents. C'est-à-dire que si on suit la norme aujourd'hui, la DO 356, en fonction finalement de la criticité des systèmes qui sont impactés par des menaces, on va devoir mettre un ensemble de barrières. Donc si on est au plus haut niveau, on va devoir avoir des barrières successives et on doit garantir que ces barrières de sécurité soient ségrégées l'une de l'autre. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est à mettre en place des outils de ségrégation du niveau sécurité. Donc pour ça, on a travaillé avec la société Provenrun, qui fournit la brique Provencore de la plateforme. Donc ce qu'on voit sur le schéma, je suis sur le bloc fonctionnel de gauche, et ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé en fait une double ségrégation. Une ségrégation hardware basée sur des processeurs ARM qui utilisent une barrière type trust zone, donc une barrière physique pour séparer les applications. Et puis aussi la brique fonctionnelle Provencore qui permet d'administrer tout ça et de rajouter aussi un niveau de ségrégation interne, ce qui nous permet au niveau de l'outil de maintenance d'avoir les applications sur la partie gauche. Donc c'est ce que vous avez tout à gauche du schéma dans un environnement type Linux. Et d'avoir dans un conteneur complètement cloisonné les applications de sécurité qui constituent le dernier rempart et qui ont pour but de protéger finalement toute la partie safety. Donc voilà ce qu'on a mis en place sur le projet. Rapidement, voilà. Et enfin, je finis par un dernier slide. Donc finalement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc on a 2 cartes. Hein. Dans un boîtier, vous avez plusieurs cartes électroniques. Donc on a la carte de droite qui fait donc la partie asservissement. On a la carte de gauche qui est plutôt sur la partie maintenance. Donc tout ça forme un ECU chez nous, donc c'est un boîtier avionnable. Sur ce boîtier-là, on a donc une séparation au niveau safety et au niveau sécurité dans le même boîtier. Donc on adresse effectivement les 2 aspects. Et puis donc on va brancher dessus une application temps réel
Donc là, c'est une application cockpit qui permet effectivement de voir comment fonctionne un autopilote et de lancer les commandes. Et en même temps, donc, on va récupérer via un lien Wi-Fi sur une tablette mobile toutes les données de vol et pouvoir effectivement interagir avec le système tout en étant sécurisé, puisque la barrière de sécurité permet de protéger complètement le système. Donc c'est un démonstrateur aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on vise les deux plus hauts niveaux, c'est-à-dire on ferait du DAL A et du SAL 4 dans le même boîtier. Donc c'est quelque chose qui est quand même plutôt rare. Et je finirai simplement par l'avenir. Donc là, on en est au terme du démonstrateur. On a déjà relancé des projets R&T aujourd'hui sur 2019 pour continuer finalement sur fonds propres de Safran des activités de R&T autour de la plateforme S3P. Et on a commencé au niveau industriel à intégrer certaines briques dans nos nouveaux produits. Voilà. Et la commercialisation donc, de tout cela, c'est en cours, ça va se faire. Alors aujourd'hui, la commercialisation, alors les projets chez Safran, quand on fait un boîtier, c'est plusieurs années. Hein. Ouais. D'ingénierie. Donc là, on a commencé à intégrer ces briques. On est dans l'ingénierie de nouveaux produits. Et donc, dans quelques années, on va pouvoir les voir sur le marché. Voilà. On vous applaudit. On va passer de la parole à Nicolas Leterrier qui va prendre. Voilà. Donc, Nicolas, je vous laisse rejoindre le pupitre. Vous allez nous parler du use case chez Schneider Electric. Et je reprends une chose que vient de dire Jacques, et c'est ce que vous m'avez dit quand on échangeait il y a quelques jours. C'est le côté, ça implique tout le monde au sein de l'entreprise. Et vous m'avez même dit que d'autres BU sont en train de l'intégrer à leur feuille de route technologique. C'est vraiment tous les projets que vous mettez en place, et entre autres grâce à la plateforme S3P, ce sont des projets qui impliquent tout le monde. Je vous laisse répondre pendant que l'ordinateur se met en place sur les slides. Voilà. Allez-y. Allez-y, Nicolas. Voilà. Sur ce côté, ça implique toute l'entreprise et différentes BU aussi. Hein. Ben absolument. Enfin, de toute façon, quand on a démarré S3P, tout l'enjeu était d'amener ça à un niveau de TRL, donc le fameux Technology Readiness Level, qui soit digérable par les line of business. Donc les line of business, elles aiment bien le TRL 9, c'est-à-dire le truc qui est abouti, qui est pratiquement prêt à partir en production, puisque c'est à peu près la seule chose qu'elles sont capables de digérer. Donc c'est là où c'est dans mon organisation où en tant que CTO, on fait un peu le joint entre les deux, c'est-à-dire entre une partie, on va dire, qui est un peu plus amont, et puis toute la complexité qui est liée aussi Enfin, n'oublions pas une chose, c'est qu'au début, quand on a commencé, et dans les 3 ans de développement qu'on a eu, la productivité des développeurs et les environnements de développement et de debug qu'on avait, à un moment donné, c'était un peu primaire. C'est-à-dire que voilà, dire aux développeurs, voilà, tu vas revenir au mode commande DOS à certains moments, ou à des commandes lignes sur des parties debug était quelque chose de compliqué. Et c'est aussi là-dessus où ça a vraiment été quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une plateforme, parce qu'il y a une suite intégrée d'outils qui permet aussi d'améliorer la productivité, et ce sur du multicore. Il ne faut pas oublier que du multicore, enfin, moi j'ai commencé sur du transputer, du T9000 il y a 25 ans en arrière à peu près, avec du langage OCaml, et c'était, enfin, il fallait un certain permis de conduire autour de ça. Bon, mais si je n'ai pas les slides, c'est pas grave. Est-ce que les slides sont en place ou pas? Je regarde Sandrine, voici les voici. Impeccable. Non, mais juste pour vous expliquer un petit peu d'où on vient aussi, parce que nos use cases viennent de là. Donc bon, Schneider Electric, on fait des disjoncteurs, mais pas que. Et c'est vrai qu'on a intégré aujourd'hui en termes asset management, j'ai à peu près 2 millions d'assets managés sur le marché avec des solutions d'intelligence augmentée. Parce que j'aime pas bien ce terme d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence n'a rien d'artificiel en fait. C'est juste de l'intelligence augmentée d'ingénieurs qu'on amène à un moment donné. Et je pense que ce mot, et alors il y a autre chose, c'est ce domaine IoT qui a été largement galvaudé. Je pense que moi j'utilise le mot d'IT-OT, puisque bon, on a connecté nos premiers PLC en 82, donc c'est vraiment ce monde des operational technologies, là, tout ce qui était dans les modes bus, enfin tous les trucs que personne ne voulait voir et qui étaient sous le plancher, qui est venu aujourd'hui se connecter dans le monde de l'IT. Enfin, c'est ce qu'on voit quand on vient connecter ça en 6 à des modèles SAP, parce qu'à un moment donné, on cherche juste à savoir si le robot il va bien, s'il va pas bien, s'il faut faire de la maintenance, etc. Donc nous, on est plutôt dans le monde de la consommation électrique. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on faisait des trucs assez cons, mais qui sont le début du digital, c'est un disjoncteur, ça fait 0 et 1. On a commencé à les connecter avec des tout petits systèmes sur lesquels on fait vraiment du energy harvesting. Donc c'est super important pour nous de limiter aussi la consommation. J'insiste là-dessus. Et aussi, j'ai entendu parler aussi beaucoup d'asset management, et je vous incite à réfléchir aussi beaucoup sur l'asset management, sur le démantèlement de vos produits.
Parce que quand on commence à mettre des piles lithium-ion avec des processeurs, avec tout un tas de trucs et de machins, et qu'on balance ça dans la nature, pensez-y aussi. C'est aussi pour ça que chez Schneider, on a pris l'engagement en 2030 d'être carbone neutral en tant que société. Et tout ça, ça rentre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'applique, c'est Eat Your Own Dog Food, et c'est exactement ce qu'on cherche à réaliser à l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on est capable ensuite de mettre du service sur ces disjoncteurs? Jusqu'à présent, on envoyait un gars une fois par an avec une purée d'huile, etc. Et pour peu qu'ils ne mettent pas la bonne huile, ça ne marchait plus. Donc comment est-ce qu'on est capable de le faire? Et vous voyez sur ces applications, là, vous avez un gros disjoncteur noir un peu au milieu. Hein. Sur celui-là, on a été les premiers à intégrer du sans-fil. Alors du sans-fil, ça ne vous parle peut-être pas, mais en termes de CEM, je peux vous dire que quand vous avez 10 000 ampères qui sont à 2 cm de votre carte électronique, chez moi, il n'y a que 5 sociétés dans le monde qui savent le faire. Tout le monde vient me voir avec des super solutions en disant ouais, vous inquiétez pas, on sait faire des box et des machins connectés, tout ça, super, mettez ça dans votre armoire. J'en ai pas vu une seule qui marchait. Donc il faut aussi remettre un petit peu les choses au centre, c'est-à-dire que les problématiques de CM et les problématiques de CM, les miennes sont à 50 Hz, hein, donc on n'est pas sur le giga et tout ça, parce que tout le monde regarde ça, mais le 50 Hz c'est compliqué. Et c'est important de ramener cette intelligence à l'intérieur. Et quand on a vu ça, pour moi, IoT n'est jamais qu'un support à ce que j'appellerais, et j'ai utilisé les mêmes lettres, c'est vraiment Intelligent OPEX Transition. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire derrière? Le monde a changé, on n'est plus sur du CAPEX, on est sur de l'OPEX, et tout ce qu'on a fait dans S3P est directement lié avec ça. C'est-à-dire on est capable de faire la transition du mode CAPEX vers le mode OPEX parce qu'on sait le manager, parce qu'on sait le gérer, parce qu'on sait faire la corrélation avec les modèles. Et c'est exactement ça. Alors, nous, on l'a fait dans un truc comme ça, hein, bon, ce processeur-là, qui est encore une fois un truc qui était un peu au milieu entre un ASIC, parce qu'on utilise beaucoup d'ASIC dans nos disjoncteurs, parce qu'on a très peu de temps pour réagir, les certifications style, etc. Et on est en train de bouger pour passer de l'ASIC vers ce type d'architecture. Et donc, pour nous, c'est quand même quelque chose de super important, avec plusieurs cœurs, mais c'est exactement ce qu'on a vu par ailleurs, c'est-à-dire la ségrégation entre ce qui est vraiment super safety critical et la partie sécurité, mais comme depuis des années, tout le monde met les doigts dans la prise et personne n'a été électrocuté, enfin n'en est mort avec un système Schneider, tout le monde pense qu'on est super sécure. Sauf que quand on a commencé à ramasser la consommation énergétique, etc., parce qu'on voulait ramener dans l'usine de combien de kilowattheures j'ai besoin pour mon centimètre carré de silicium, pour ma voiture, pour mon moteur, etc., on a été obligé de mettre toute la com, donc toute la communication plutôt dans des environnements Linux, qui mettent super longtemps à booter. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est quand on vient connecter système, il faut que ça soit immédiatement opérationnel. Et un Linux, si vous trouvez une CPU qui le boot en moins d'1 minute, intéressant, mais je n'en ai pas encore trouvé. Donc tout cet environnement-là et toute l'évolution, parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'on a les mêmes contraintes que Safran, nos systèmes durent 30 ans, et nous on ne les voit jamais, ils sont dans des endroits où c'est très difficile de communiquer, parce qu'en général ils sont à la cave. Donc comment on met tout cet environnement à jour? Et ça fait partie de la complexité et de tout ce qu'on a réussi à faire dans S3P. Donc ça a été compliqué, mais grâce au consortium, on s'en est quand même super bien sorti. Et je trouve qu'à la fin, le life cycle a quand même été vraiment intelligemment fait. Et on a réussi à faire cohabiter des choses qui sont plutôt high cérémonial versus agile, parce qu'il faut être agile dans la partie, tout ce qui est les user interface, etc., sur lequel les clients veulent des choses nouvelles, notamment dans du home automation, etc., des nouveaux protocoles, parce que ça change tous les 2 jours. Donc là, on est capable d'intégrer ce genre de choses. Et c'est là où c'est quand même super important de le faire et de le gérer. Et ensuite, quand on vient là-dessus, j'ai vu le groupe de travail sur la partie co-simulation avec un gars de chez moi qui est, et c'est normal parce que quand vous avez un secure boot avec des OS secure, etc., si vous pensez que vous allez débugger ça sans avoir de modèle de co-simulation, il faut que vous pensiez encore. Parce que c'est vraiment clé et c'est vraiment tout ce qu'on a réussi à travailler dans S3P, sur lequel aujourd'hui on a un environnement qui commence à devenir commercialement viable, avec de la productivité d'ingénieurs qui est correcte, et un environnement qui est parmi tous ceux que je connais dans le monde, qui est parmi les plus sécurisés, à la fois la partie secure et la partie safety. Et on a fait un super boulot avec plein de boîtes, hein, et je veux remercier aussi Chronosafe, Provenrun, etc. Parce que ça n'a pas été facile, on a commencé, ils étaient tout petits, et c'était quand même une inquiétude pour tout le monde, hein, parce que nous on était gros, ils sont petits, et puis les autres autour de la table. Et tout le boulot qui a été fait dans le cadre de ce projet a été fait de manière totalement remarquable. Donc maintenant, cette plateforme est dispo. Ça va rentrer dans les prochaines générations de contacteurs, probablement les prochaines générations de disjoncteurs aussi, tout ce qui est building management system, etc. Donc c'est quelque chose qui est absolument clé pour l'environnement et pour la société Schneider Electric, hein, c'est 27 milliards quand même. Donc on est en train de baser notre avenir là-dessus et probablement un jour sortir complètement de l'ASIC sur lequel on sera capable d'appréhender tout ça dans ce genre de solution. Donc c'est pour moi vraiment complètement l'avenir. Merci Nicolas Leterrier, on vous applaudit rapidement.
Rapidement, donc avant un mot de fin à Eric Bantini sur les annonces qu'il nous a promises, on fait juste une synthèse rapide. Je commence avec vous, Jacques Exbraya. On est là pour faire aussi le bilan de ces 3 premières années de la plateforme, avant, comme le rappelait donc Eric, la phase plus commerciale. Vous, le bilan de ces 3 ans, il est entièrement positif ou est-ce qu'il y a quand même quelques points qu'il aurait fallu améliorer? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il est globalement positif. On a des niveaux de TRL chez Safran. Donc le niveau TRL, c'est quelque chose qui nous permet d'évaluer notre niveau de maîtrise au niveau technologique. Donc on n'est pas encore au niveau maximum, mais ça c'est quelque chose qu'on atteint quand on commence vraiment à entrer dans la phase produit. Donc aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Par contre, on est totalement rassuré sur la mise en place des briques qu'on a sélectionnées. Donc nous, les briques, c'était effectivement Asterios de Chronosafe, Skype pour les ateliers et puis Provencore pour la partie sécurité. Et donc, on a vraiment dérisqué cet aspect-là pour le futur et on peut avancer sereinement dans la continuation du travail sur ces types de technologies. Vous me parliez d'un très haut niveau d'assurance. Oui, voilà, ce qu'on cherche, c'est vraiment le niveau d'assurance maximal. Donc, et vous l'avez atteint. Par exemple, sur Provencore, on vise une évaluation, Provenrun vise une évaluation critère commun EAL7, donc qui sera certainement le premier produit en France et peut-être dans le monde à être évalué à ce niveau-là. Donc nous, on est très friands justement de crédits qui nous permettent de faciliter les démonstrations devant des autorités avioniques pour pouvoir démontrer l'aspect safe de nos produits. Le mot de la fin avant de redonner la parole à Eric Bantini. Donc avec vous, Agnès Fritsch, on va vous donner un des micros. Sur ce bilan des 3 ans qui viennent de s'écouler. Pareil, est-ce qu'il est globalement positif, très, très positif ou entièrement? Ou sinon, quelques restrictions que vous émettriez? Je suis arrivée la dernière année, puisqu'avant j'étais chez Thales de l'autre côté. Mais je dirais que pour les 2 sociétés, globalement, c'est extrêmement positif d'avoir accès à une richesse de consortium, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans laquelle on ne peut pas accéder aussi vite à des technologies d'excellence qui nous permettent d'arriver plus vite sur le marché, qui lui est en attente de plein de solutions. L'accès rapide, Eric Bantini, donc à ces technologies d'excellence, c'est vraiment ça qui était au cœur du consortium quand il a lancé la plateforme. Finalement, quand on écoute ces 3 témoignages, c'est un bilan qui semble tout à fait réussi et atteint. Écoutez, le plus important, c'est que ce sont les clients satisfaits qui font après les partenariats commerciaux réussis et les déploiements réussis. Donc je pense qu'effectivement, on a aussi beaucoup appris de toutes les interactions opérationnelles avec Schneider, avec Safran, avec Altran, mais aussi avec Thales, Alstom, Airbus, tous les autres membres du consortium. Donc voilà, maintenant on va passer effectivement à l'étape opérationnelle avec des clients qui partent en production. Donc les différents acteurs de S3P vont continuer à se coordonner. Donc on met en place et discute d'accords commerciaux. Aujourd'hui j'ai le plaisir dans ces 2, mais il y en aura d'autres. Donc un premier qui est un accord entre Ansys et Chronosafe, donc pour l'intégration de nos solutions, donc mise en œuvre par des clients qui sont ici. Voilà, on part en production et on va intégrer nos solutions sur les solutions Smart Avionics et Smart Energy sur des durées très longues. Donc on part vraiment en commitment des 2 sociétés de s'intégrer, et de même dans le domaine ferroviaire. Donc j'ai aussi le plaisir d'annoncer un accord entre Ansys et Sysgo, donc sur l'intégration entre Sysked et PikeOS sur des applicatifs plus distribués. Donc les deux types de solutions ont des use cases un petit peu différenciés. Nos solutions restent bien sûr opérationnelles avec tous les autres OS du marché, mais on a choisi de mettre l'accent dans ces 2 secteurs-là sur ces 2 sociétés. Donc on a maintenant aussi beaucoup de perspectives communes à l'export sur le développement de ces solutions dans les mêmes secteurs, mais sur une base mondiale. Maintenant, c'est le travail des industriels ensuite d'aller porter ces offres et de passer sur l'exportation. On doit aujourd'hui exporter à peu près 90% de notre activité. Enfin, on est sur 90% de nos activités à export en ce qui concerne les lignes de produits de développement de logiciels embarqués. Donc il y a un potentiel export qui est gigantesque. Et après, la dizaine de références qu'on a maintenant sur S3P, et là je parle à l'ensemble du consortium, il y a plusieurs milliers de grands clients du même type et du même ordre de grandeur. Donc maintenant qu'on a fait x10 dans le consortium, on va essayer de faire x1000 à l'export. Voilà, merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les 4. Merci pour votre participation.